Hello mes très humbles spectateurs de la chaîne d'Étoiles du Blanc, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner pour ne pas rater nos vidéos. Le président Ibrahim Traoré sort de son silence pour dire la vérité. Où qu'il soit en ce moment, le général Michael Langley, chef des opérations américaines en Afrique, doit réfléchir à ses paroles. Récemment, sans hésiter ni faire preuve de diplomatie, le président Traoré lui a adressé un avertissement. Ce n'était pas une simple attaque personnelle, mais un message clair destiné à tout l'establishment militaire occidental. Tout a commencé lorsque Langley, face au monde entier, a lancé une accusation audacieuse. Il a affirmé que le président Traoré utilisait les réserves d'or du Burkina Faso pour se protéger, comme un dictateur s'accrochant au pouvoir avec des richesses volées. Pendant des semaines, Traoré n'a rien dit, pas un mot, pas une seule réponse publique. Beaucoup se demandaient s'il allait laisser passer. Mais Traoré attendait, calculait. Puis, lors de sa récente visite en Russie, sous les projecteurs des caméras internationales et aux côtés d'alliés puissants, il a enfin pris la parole. Dans cet épisode, nous analysons la réponse cinglante que Traoré a adressée aux plus hauts responsables militaires américains en Afrique, ainsi que les autres déclarations marquantes qu'il a faites ce jour-là. Des mots qui pourraient bien bouleverser l'équilibre des forces au Sahel. Restez avec nous. La visite du président Traoré en Russie n'était pas une simple formalité diplomatique. Elle révélait quelque chose de bien plus profond. Derrière les caméras et les sourires protocolaires, une vérité attendait d'être exprimée. Dans une interview exclusive avec Sputnik Africa, Traoré a enfin levé le voile, et un sujet en particulier l'a irrité. Quelques semaines plus tôt, le commandement américain en Afrique avait fait les gros titres, et pas de la meilleure manière. Devant le Congrès américain, sous les yeux du monde, Langley avait lancé une accusation grave et offensante. Il prétendait que Traoré utilisait les réserves d'or du Burkina Faso pour consolider son pouvoir, le dépeignant comme un autocrate avide, un militaire africain devenu dictateur, amassant les richesses nationales pour sa survie personnelle. Mais était-ce la vérité, ou une narrative soigneusement orchestrée pour discréditer un leader qui refuse de plier? En Russie, Traoré a répondu à cette question avec une précision chirurgicale. Peut-être que le général Langley pensait que ses paroles seraient gobées sans question. Peut-être croyait-il que ces mots terniraient l'image de Traoré. Il avait tort. Au lieu de dresser l'opinion contre Traoré, ces accusations ont eu l'effet inverse. Elles ont rallié davantage de soutien à sa cause. Ce que le général n'avait pas anticipé, c'est que de nombreux Africains, sur le continent comme dans la diaspora, observaient Traoré de près, suivant chacun de ses gestes. Quand ils ont entendu l'accusation selon laquelle il utilisait l'or du Burkina Faso pour se protéger, cela n'a pas semé le doute. Cela a déclenché la colère. Cela a allumé une étincelle. Des gens du monde entier africains, afro-américains, latino-américains, et même certains Européens se sont levés pour dire « Non, nous ne resterons pas ». Ils ont défendu Traoré. Ils l'ont soutenu. Pour la première fois depuis longtemps, des personnes de divers horizons et pays se sont unies derrière un leader africain. Pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'il tenait bon et refusait d'être manipulé. À partir du 30 avril 2025, un mouvement puissant a émergé. Des millions de personnes à travers le monde sont descendues dans les rues. Elles n'étaient pas en colère contre le président Traoré. Elles étaient à ses côtés. Elles ont défilé, protesté, élevé leur voix pour soutenir un leader qu'elles estimaient injustement attaqué. Ce n'était clairement pas ce que le général américain avait prévu. Peut-être même pas ce que Traoré lui-même avait anticipé. Après tout, pendant des mois, les médias occidentaux le présentaient comme un vilain, critiquant l'armée burkinabé, remettant en question son leadership, propageant la peur. Pourtant, malgré tout ce bruit, Traoré était resté silencieux. Il n'avait pas répondu avant la Russie. C'est là, lors d'une interview calme mais puissante, qu'il a enfin brisé son silence. Et quand il a parlé, il n'a pas mâché ses mots. Pas de paroles douces, pas de jeu diplomatique. Il a regardé la caméra droit dans les yeux et a interpellé le général américain. C'est honteux, a-t-il dit, de voir un homme adulte, un officier militaire de haut rang, mentir ainsi. Puis il a clarifié un point essentiel, cet or au Burkina Faso n'est pas le sien, et personne, pas même un général américain, n'a le droit de dire à son pays comment l'utiliser. Le président Traoré a été catégorique, le Burkina Faso est une nation souveraine,
tout comme les États-Unis. Alors, a-t-il demandé, pourquoi les États-Unis se préoccupent-ils tant de la manière dont le Burkina Faso utilise son or? En quoi cela concerne-t-il la sécurité nationale américaine? Cette question résonne désormais bien au-delà de ses frontières. Soyons honnêtes, on n'a jamais vu un leader africain s'initier dans les affaires américaines. Aucun président africain n'a commenté lorsque les États-Unis ont légalisé les droits LGBTQ. Personne en Afrique n'a dit à Washington comment gérer son pétrole, son argent ou ses lois. Alors, pourquoi les États-Unis ne peuvent-ils pas rendre l'appareil? Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement s'occuper de leurs propres affaires? C'était le message de Traoré, simple, sans concession et courageux. Le président Traoré ne s'est pas arrêté là. Il a souligné quelque chose que le général américain semblait avoir oublié, ou peut-être ignoré. Oui, il a mentionné les réserves d'or du Burkina Faso, mais la vérité, c'est que le Burkina Faso n'avait aucune réserve d'or avant l'arrivée de Traoré au pouvoir. Exactement, avant Traoré, il n'y avait pas de réserve d'or nationale. Et la raison est encore plus profonde. Le Burkina Faso n'avait même pas sa propre banque centrale. Comme de nombreuses anciennes colonies françaises, il dépendait d'un système étranger, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, créée par la France et toujours liée à la Banque de France. À ce jour, c'est la France qui imprime leur monnaie. C'est la France qui contrôle leur politique monétaire. Réfléchissez-y, tout un groupe de nations africaines utilise encore un système où elles ne contrôlent ni leur monnaie, ni leurs réserves, ni leur avenir. Quand Traoré est arrivé au pouvoir et a commencé à constituer une réserve d'or pour la première fois dans l'histoire du Burkina Faso, il ne s'agissait pas simplement d'accumuler des richesses. Il brisait des chaînes. Le président Traoré a pris une décision audacieuse, le Burkina Faso devait contrôler sa propre monnaie. Il est passé à l'action. Il a créé la première banque de dépôt du trésor du pays, une étape historique vers l'indépendance financière. Mais il ne s'est pas arrêté là. Traoré a également supervisé la mise en place d'une usine de traitement des déchets miniers, où les résidus de l'extraction d'or sont désormais transformés en lingots d'or pur. Plus tôt cette année, le Burkina Faso a dévoilé quelque chose d'inédit, un lingot d'or frappé du symbole national, un emblème de fierté, de souveraineté, et d'un nouveau départ. Depuis, le pays a lentement commencé à constituer ses propres réserves d'or. Ce progrès est révolutionnaire, mais aussi déchirant, car pendant des décennies après l'indépendance, aucun dirigeant n'avait entrepris cela. Aucun des prétendus présidents démocratiques n'a jugé nécessaire de bâtir des réserves d'or pour la nation. Pendant ce temps, la France, un pays sans mine d'or, détient la 4e plus grande réserve d'or au monde. Ainsi, lorsque le général américain d'Africom accusait Traoré d'utiliser les réserves d'or à des fins personnelles, ce n'était pas seulement insultant, c'était d'une ignorance choquante. C'est pourquoi Traoré n'a pas hésité à le traiter de menteur. Le président Traoré a également soulevé un point crucial. Même si son gouvernement décidait d'utiliser l'or pour se protéger, il en a parfaitement le droit. Selon Traoré, le peuple burkinabé l'a choisi. Après la fin de son gouvernement de transition en juin dernier, les citoyens lui ont demandé de rester. Si le peuple le soutient, s'il lui fait confiance pour diriger, alors il a le droit d'utiliser les ressources du pays pour garantir la sécurité de ce leadership. Réfléchissez y a-t-il un seul pays au monde, même les États-Unis, qui n'utilise pas de fonds nationaux pour protéger son président? Quand le président Trump voyageait, utilisait-il une sécurité privée? Bien sûr que non. Il bénéficiait de la meilleure protection disponible, financée par le peuple américain. Alors, pourquoi est-ce un problème lorsqu'un dirigeant africain fait de même? C'est l'hypocrisie que Traoré dénonce. Quand l'Occident prend une décision, personne ne la remet en question. Mais quand une nation africaine fait exactement la même chose, cela devient soudain controversé. Prenez les États-Unis l'année dernière, ils ont fermé RT, une chaîne d'information russe, non seulement en Amérique, mais aussi dans certaines parties de l'Afrique. Sans demander l'avis de l'Afrique. Sans obtenir de permission. Ils ont prétendu que RT propageait de la désinformation. Mais où était la preuve? Il n'y en avait pas. Et pourtant, aucun groupe de défense des droits humains n'a protesté. Ni Amnesty International, ni la presse occidentale, pas d'indignation, pas de gros titres, pas de responsabilité. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la justice sélective.
Mais l'hypocrisie devient encore plus évidente. Lorsque le président Traoré a interdit France 24, RFI et Voice of America uniquement au Burkina Faso, l'Occident a immédiatement crié au scandale. Ils ont qualifié cela de la liberté d'expression, de menace pour la démocratie, d'attaque contre la liberté de la presse. Mais attendez une minute, les États-Unis, sous le président Joe Biden, n'ont-ils pas fait la même chose? RT, un média russe, a été bloqué non seulement aux États-Unis, mais aussi dans certaines parties de l'Afrique. Sans le consentement des Africains, sans débat. Quelle est la différence? Un gouvernement a bloqué des médias étrangers qu'il jugeait nuisibles. L'autre a fait de même. Mais seul l'un d'eux a été condamné. Ce n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de contrôle. Cela montre, une fois de plus, comment l'Occident applique une règle pour lui-même et une autre pour le reste du monde. Le président Traoré l'a compris, tout comme des millions d'autres. Car lorsque la justice devient sélective, ce n'est plus de la justice. C'est de l'hypocrisie. Le président Traoré sait comment fonctionnent les médias occidentaux. Il connaît leurs gros titres, leurs tactiques, et c'est pourquoi il reste insensible à ce qu'ils disent de lui. Mais selon Traoré, une chose l'a vraiment blessé. Ce n'était pas le mensonge en lui-même. C'était l'auteur de ce mensonge. Pas un homme blanc de Washington, mais un homme noir, le général Michael Langley. Cela, a dit Traoré, était douloureux. Pas parce que les mots étaient vrais, mais parce qu'ils s'inscrivaient dans une stratégie que l'Occident utilise depuis des siècles, dresser les Africains contre d'autres Africains. Et il a raison. Regardez la Libye. Qui a donné le feu vert pour l'assassinat de Muammar Kadhafi? Ce n'était pas un dirigeant européen. C'était le premier président noir des États-Unis, Barack Obama. Traoré a posé une question que beaucoup craignent de formuler, n'est-ce pas une honte? Pourquoi les Africains continuent-ils d'être utilisés comme des outils pour faire taire, détruire et trahir leur propre peuple? Quand dirons-nous assez? Puis, le président Traoré s'est adressé directement au général Langley. Sans filtre, sans diplomatie. Il a déclaré, s'il entend cette interview, il devrait se regarder dans le miroir, avoir honte et déclarer publiquement, j'ai reçu de fausses informations, je le regrette. Une déclaration puissante, qui frappe fort. Car, en vérité, le général devrait avoir honte. C'est comme si vivre aux États-Unis lui avait fait oublier qui il est, oublier son histoire, ses racines africaines. Répandre de fausses accusations contre un autre dirigeant africain, ce n'est pas seulement décevant, c'est une honte. Peut-être que la seule façon pour lui de relever la tête et de se tenir devant le monde est de dire les mots que Traoré a réclamés, j'ai eu tort et je m'excuse. Traoré a également souligné un point souvent ignoré. Son administration a réalisé des progrès concrets au Burkina Faso. Ils ont construit, réformé, résisté. Mais le général Langley n'en a jamais parlé. Pas une seule fois. Et il n'est pas le seul. Les médias occidentaux aiment pointer du doigt. Ils répètent que, après 3 ans au pouvoir, le président Traoré n'a pas encore repris tout le territoire du Burkina Faso aux terroristes. Mais si c'était si simple, pourquoi la France n'y est-elle pas parvenue? La France était sur place, avec des armes sophistiquées, des systèmes de surveillance et du matériel militaire de pointe. Pas pendant 3 ans, mais pendant 10 ans. 10 longues années. Ils étaient là quand la crise a commencé. Ils ont vu la situation se dégrader. Ils avaient les moyens de l'arrêter. Mais ils ne l'ont pas fait. Au contraire, sous la supervision de la France, les terroristes se sont renforcés. Ils ont obtenu plus d'armes, plus d'entraînement, plus de portée. Alors, pourquoi personne ne demande à la France pourquoi elle a échoué? Pourquoi les médias occidentaux ne rappellent-ils pas ces 10 années au monde? Ils ont commodément effacé cette période de l'histoire et blâment maintenant l'homme qui tente de réparer les dégâts qu'ils ont laissés. Mais nous voyons clair dans leur jeu. Comme l'a dit le président Traoré lui-même, nous ne sommes plus aveugles face à la manipulation de l'Occident. Ce type de couverture médiatique n'est pas seulement négligent, il est stratégique. Il vise à saper le moral, à éroder le soutien à la direction de Traoré. Ils veulent faire croire au monde que Traoré et l'armée burkinabé ne sont pas assez forts, qu'ils perdent le contrôle, qu'ils ont fait les mauvais choix. Et surtout, ils veulent insinuer qu'il a eu tort d'expulser la France.
Il cherche à effrayer le monde en suggérant que choisir la Russie plutôt que la France était une décision dangereuse. Mais regardez les titres de près. Après l'expulsion de la France du Burkina Faso, presque tous les articles occidentaux se terminaient de la même manière, les attaques terroristes ont augmenté après le départ de la France. Cette phrase n'est pas un hasard. C'est un message, une mise en garde, une menace, non seulement pour Traoré, mais pour tout dirigeant africain qui oserait emprunter une voie différente. Pourtant, voici la vérité, les médias occidentaux n'ont fourni aucune preuve concrète pour étayer leurs affirmations. Ils disent que les attaques ont augmenté après le départ de la France, mais les faits racontent une autre histoire. La violence était tout aussi grave quand la France était là, peut-être même pire. Imaginez maintenant, si c'était la France ou les États-Unis qui combattaient le terrorisme sur leur propre sol, pensez-vous que les médias en parleraient de la même manière? Bien sûr que non. Ils ne se focaliseraient pas sur les échecs. Ils n'amplifieraient pas les terroristes. Au contraire, ils mettraient en avant leurs soldats, leur bravoure, leur sacrifice, leur lutte. Ils raconteraient des histoires qui inspirent l'espoir, pas la peur. Ils mettraient en lumière les victimes, pas les agresseurs. Alors, pourquoi est-ce différent pour le Burkina Faso? Pourquoi les médias affaiblissent l'esprit du peuple au lieu de le renforcer? C'est pourquoi les citoyens africains, surtout ceux qui suivent les médias occidentaux, doivent être prudents. Car lorsqu'il s'agit du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel, AES, l'objectif de la narrative n'est pas toujours d'informer. Parfois, il s'agit de désinformer. Dans son interview, le président Traoré n'a pas seulement dénoncé l'injustice. Il a aussi parlé de progrès, des avancées réelles et mesurables. Sous sa direction, l'armée burkinabé s'est renforcée, mieux entraînée, mieux équipée, plus prête à défendre la nation. En agriculture, le constat est similaire. Grâce à des investissements massifs, la production a augmenté, et les agriculteurs reçoivent enfin le soutien dont ils avaient besoin depuis des décennies. Pour la première fois depuis longtemps, des industries se développent. Le Burkina Faso ne dépend plus de l'aide extérieure. Il avance vers l'autosuffisance et l'industrialisation. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalisations concrètes. Et pourtant, les médias occidentaux choisissent de les ignorer. Ils se concentrent uniquement sur ce qui est brisé, sur ce qui correspond à leur narrative. Et quand les faits ne soutiennent pas leur histoire, ils en fabriquent de nouveaux, comme l'a fait le général américain. Propageant des mensonges, ignorant la vérité, et espérant que le monde ne le remarquera pas. Mais le monde le voit, et le Burkina Faso se relève. Comme Traoré l'a répété, où qu'il soit, le général américain devrait avoir honte et s'excuser publiquement. Mais l'interview ne se limitait pas à dénoncer des mensonges. Traoré avait plus à dire. Et il n'a pas mâché ses mots. Il s'est tourné vers la politique régionale, en particulier l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Ses paroles étaient tranchantes, mais honnêtes. Il a accusé la CEDEAO de trahison, d'avoir tourné le dos aux nations qu'elle était censée protéger. Au lieu d'aider le Sahel, a-t-il dit, la CEDEAO a choisi les sanctions, des punitions qui frappent les citoyens ordinaires, pas les politiciens. À un moment donné, l'électricité est coupée, a-t-il expliqué. Les patients meurent dans les hôpitaux. L'économie s'effondre. Les banques ferment. Puis il a prononcé des mots qui ont profondément résonné, ce n'est pas ainsi que des frères agissent. C'était plus qu'une déclaration politique. C'était un appel à la vérité, à l'unité, à une solidarité dont l'Afrique a longtemps eu besoin, mais qu'elle peine encore à trouver. La vérité, c'est que la CEDEAO a échoué dans sa mission. Elle a été créée pour protéger la démocratie en Afrique de l'Ouest, mais aujourd'hui, son silence parle plus fort que ses promesses. Il y a des pays au sein de la CEDEAO qui ne pratiquent pas une véritable démocratie. Prenons le Nigeria, par exemple, dirigé par le président Bola Tinubu, l'actuel président de la CEDEAO. Tinubu est arrivé au pouvoir parce que beaucoup qualifient d'élection truquée. Il a utilisé de l'argent illégalement obtenu pour acheter des voix, alimenter la violence électorale, selon certains. Manipuler la commission électorale pour s'assurer la victoire. Et puis il a le Togo. Le président Ford Nazing a réécrit la Constitution, non pas pour renforcer la démocratie, mais pour consolider son pouvoir, un coup constitutionnel qui pourrait lui permettre de régner à vie. Et pourtant, la CEDEAO n'a rien dit. Pas de sanctions,
pas de déclaration, pas de défense du droit des peuples à choisir leurs dirigeants. Ce sont des violations claires des principes démocratiques. Au lieu de tenir ses dirigeants responsables, la CEDEAO punit les nations sahéliennes, précisément celles qui tentent de se libérer du contrôle étranger. La question n'est plus de savoir si la CEDEAO est défaillante. La question est, qui protège-t-elle vraiment? Pourtant, lorsqu'il s'est agi du Mali, du Niger et du Burkina Faso, la CEDEAO n'a pas hésité. Elle a agi rapidement, imposant certaines des sanctions les plus sévères jamais vues dans la région. Pourquoi? Parce que ces pays sont dirigés par des régimes militaires. Mais voici une question que personne à la CEDEAO ne veut affronter, qui servent ces régimes? Car dans chacun de ces pays, il est évident que l'armée ne gouverne pas contre le peuple. Elle gouverne avec son soutien. Allez dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou, vous verrez des foules acclamer, pas protester. N'est-ce pas là l'essence de la démocratie, un gouvernement qui reflète la volonté du peuple? C'est exactement pour cette raison que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont pris leur décision. Ils ont quitté la CEDEAO et ont créé quelque chose de nouveau, l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans son interview, le président Traoré a été clair, alors que la CEDEAO promettait la solidarité, elle n'a livré que la trahison, avec des coupures d'électricité et des fermetures de banques. La AES change la donne. Pour Traoré, la AES n'est pas seulement un groupe politique, c'est un véritable modèle de fraternité africaine. Mais ce qu'il a dit ensuite était encore plus puissant. Il a dénoncé la CEDEAO pour avoir créé une force militaire, non pas pour combattre les terroristes, mais pour menacer les nations sahéliennes qui osent résister au contrôle occidental. Réfléchissez-y, pendant plus d'une décennie, le Sahel a lutté contre le terrorisme. Des régions entières ont été attaquées, des villages détruits, des vies perdues. Et durant tout ce temps, pas une seule fois la CEDEAO n'a proposé d'envoyer des troupes pour aider. Mais après le coup d'État au Niger, soudain, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria étaient prêts à agir, non pas contre les terroristes, mais contre le Niger. Le président Tinubu du Nigeria a même lancé un ultimatum de 7 jours, exigeant que le Niger restaure l'ancien président, un homme largement perçu comme une marionnette de l'Occident. Ce n'était pas du leadership, c'était de la soumission à la CEDEAO, à la pression étrangère, à la France. Pour beaucoup d'Africains qui observaient, c'était tout simplement pathétique. C'est à ce moment-là que la fraternité de l'AES est née. Sans hésitation, sans arrière-pensée, le Mali et le Burkina Faso se sont tenus aux côtés du Niger, envoyant un message clair à la CEDEAO, si vous envahissez le Niger, vous entrez en guerre contre nous trois. Cette unité, brute et sans compromis, a stoppé net la CEDEAO. La menace d'une guerre en Afrique de l'Ouest a été évitée. Et à partir de cet instant, une nouvelle alliance s'est forgée, non pas en parole, mais en acte. Quand l'Ukraine a admis avoir coopéré avec des groupes terroristes au Mali dans l'espoir de nuire à la Russie, le Niger et le Burkina Faso ne sont pas restés silencieux. Ils ont publiquement condamné les actions de l'Ukraine et rompu les relations diplomatiques. Puis, lorsque l'Algérie a abattu un drone malien, la réponse a été tout aussi ferme. Une fois encore, le Burkina Faso et le Niger ont soutenu le Mali, retirant leurs ambassadeurs et affirmant clairement leur position. Voilà à quoi ressemble une véritable fraternité. Pas fondée sur la peur, ni sur l'approbation étrangère, mais sur une lutte commune, une vision partagée et une loyauté inébranlable. Le président Traoré sait que la route sera semée d'embûches. Mais comme il l'a dit, malgré les défis, l'AES gagne du terrain. Même des citoyens des pays de la CEDEAO, a-t-il ajouté, comprennent et soutiennent le mouvement derrière l'AES. Et il a raison. Le soutien à Traoré ne vient pas seulement du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il vient de toute l'Afrique, même de certains États membres de la CEDEAO. Nous l'avons vu lors de l'investiture du président du Ghana. Nous l'avons vu après les accusations du général américain. Traoré peut être controversé pour certains, mais il est indéniable qu'il est devenu un symbole d'espoir, de résistance à l'impérialisme occidental, d'une véritable indépendance africaine. Que ses détracteurs l'acceptent ou non, il porte désormais les espoirs de millions d'Africains et de membres de la diaspora noire à travers le monde. Avec leur soutien, il ne fait aucun doute que Traoré continuera d'avancer avec une vision qui dépasse le Burkina Faso, une vision pour une Afrique libre. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez en l'unité africaine.
Likez cette vidéo, partagez vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé. L'Afrique se lève, et la vérité aussi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker puis cliquez sur j'aime et ensuite cliquez aussi sur la cloche de notification. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.